Bien, bonjour. Précaution. Précaution, on n'a plus que ce mot-là à la bouche. Mais qu'est-ce que c'est que cette précaution? Qu'est-ce que c'est que ce principe de précaution? Je crois que on a aujourd'hui suffisamment de temps pour juger de sa qualité et de son utilité. Vous savez que donc, le principe de précaution a été inscrit dans la Charte de l'environnement, qui est elle-même dans le préambule de la Constitution française en 1999. Et donc depuis 12 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment beaucoup de phénomènes divers et variés, dont la grippe. Et on va donc, à mon avis, pouvoir le juger sur pièce. Alors déjà, il y a 5 ans, j'avais dit que le principe de précaution était une insulte à la raison. Je vais y revenir, mais avant ça, qu'est-ce que c'est que ce principe de précaution? Alors, la chose la plus étonnante ou surprenante, c'est qu'il n'est pas défini. C'est-à-dire que ça, c'est pas bien en général. Quand on est petit en classe, on apprend que quand on a un concept, on essaie de le définir. Et vous allez voir qu'il apparaît dans l'article 5 de la Charte de l'environnement, que je vais vous lire. C'est la seule chose que je lirai, je crois. Et écoutez bien. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront par application du principe de précaution, donc voilà qui débarque le principe de précaution, et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques et à l'adoption des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Alors, j'ai 2 critiques essentielles, et on va voir que malheureusement ces critiques sont fondées. La première, c'est le lien entre incertain et proportionné. C'est idiot. Quand c'est incertain, c'est incertain. Donc quand c'est incertain, ça ne peut pas être proportionné. Donc vous avez différents niveaux, vous savez, d'incertitude. Donc vous avez des risques. Par exemple, quand vous achetez un billet à la loterie, eh bien, vous n'êtes pas sûr de gagner, mais vous connaissez la probabilité du gain. Quelquefois, vous ne connaissez même pas la probabilité. Vous connaissez cette définition d'optimiste. L'optimiste, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, rentre au restaurant, commande des huîtres en espérant de trouver une perle pour payer l'addition. Donc la probabilité est inconnue, mais il sait ce qu'il cherche. Mais dans le cas d'incertitude, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et comment voulez-vous que ça soit proportionné? Alors ça, c'est la première critique, que je vais y revenir en prenant des exemples. Et la seconde, c'est il faut faire des recherches. Donc les autorités publiques, en fait, etc. Donc moi qui ai une longue vie de chercheur, je suis ravi que la puissance publique reconnaisse que l'on fasse des recherches. Mais on voit bien que dans le cas des faucheurs volontaires, pour ne prendre que cet exemple, les faucheurs volontaires détruisent les expériences qui pourraient démontrer qu'ils ont raison. C'est incroyable quand même, hein? C'est-à-dire que la plupart des expériences qui ont été faites par l'INRA, notamment en matière d'OGM, sont des expériences pour tester un certain nombre d'hypothèses. Et on voit qu'on revient à une situation moyenâgeuse. Vous savez que les moines de l'Inquisition, quand ils prenaient des gens, disaient « Écoutez, vous êtes coupable, démontrez-moi que vous êtes innocent. Vous avez péché, démontrez-moi que vous êtes innocent. » Et ça, c'est ce qu'on appelle la preuve diabolique. On ne peut jamais démontrer qu'on est innocent. Vous êtes sûrement tous coupables de quelque chose. Démontrez-moi que vous êtes innocent, vous en êtes incapable. Donc, pas plus qu'on est capable de démontrer, par exemple, que les lunettes sont dangereuses pour la santé. Donc si je vous dis les lunettes sont dangereuses pour la santé, vous allez dire oui, peut-être, ça crée des réactions à la racine du nez, donc voilà. Donc on va faire une expérience entre les porteurs de lunettes et les non-porteurs de lunettes, etc. Bon, et au bout de 5 ans, on dira non, il n'y a rien. À ce moment-là, moi je vais vous dire, non, ça rend sourd. On en est reparti pour 5 ans. Ça rend aveugle, ça rend, etc. Donc vous voyez, de dire que les OGM seront un jour dangereuses, de dire que les téléphones portables, dont je dirai un mot tout à l'heure, ou plutôt les antennes relais sont dangereuses dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Et Karl Popper, qui était un grand philosophe du XXe siècle, a montré qu'un propos était scientifique quand on pouvait démontrer qu'il était faux.
Donc on ne peut pas démontrer que jamais les antennes relais, quoique, bon, on ne peut pas démontrer que jamais, quand on laisse tomber un corps, il est attiré par la gravité universelle. Peut-être un jour il va remonter, mais bon, jamais c'est trop long. Comme disait Woody Allen. L'éternité, c'est surtout long, c'est long surtout vers la fin. Bien. Donc jamais, ça n'a pas de sens. Alors, venons-en maintenant à quelques exemples pour démontrer ce que j'affirme. Alors, l'exemple de la grippe est un exemple merveilleux. Bon, la grippe, c'est sérieux. C'est grave. En France, il y a en moyenne 5000 personnes qui en meurent par an, surtout des personnes âgées, mais il y a eu des grippes tout à fait mortelles. Alors, bien entendu, tout le monde pense à la grippe espagnole après la guerre de 14, qui aurait tué de l'ordre de 60 millions de personnes, alors qu'à l'époque, la Terre avait 1,3 milliard d'habitants. Donc, vous multipliez par 4 au moins pour avoir un chiffre comparable aujourd'hui. Et vous savez qu'on craint tous l'apparition de la grippe aviaire, qui est une grippe qui est transmissible uniquement de l'animal à l'homme, mais heureusement pas transmissible d'homme à homme. Mais cette grippe tue 50% des gens qui en sont atteints. Donc tous les virologues pensent que ça se fera un jour, et donc tous les grands pays ont réfléchi à ce qu'on pourrait faire en cas de grippe vraiment létale, ce qui est le cas de ce virus H5N1. Donc on s'attend à une grippe aviaire, elle est porcine. On s'attend à une grippe asiatique, elle est américaine. Et quand apparaît, et là le gouvernement en France se comporte correctement, il regarde, vous savez, les deux paramètres pour la grippe qui sont le nombre de personnes qui l'ayant la transmettent, donc c'est la contagiosité, et le nombre de personnes qui l'ayant en meurent, donc c'est la létalité. Donc ces deux paramètres permettent de mesurer beaucoup de choses. Voilà. Alors, on va au début surestimer vraisemblablement la gravité de cette maladie parce que le système mexicain de santé n'est pas le plus performant au monde, et donc les gens qui vont être, seulement les gens très malades vont fréquenter le système, donc on va surestimer la létalité. Toujours est-il qu'on regarde, et curieusement, au moment où on se dit, bon, il est contagieux ce virus, mais c'est pas très grave, le gouvernement français va, écoutez-moi bien, commander 10% des vaccins mondiaux, 10%, nous sommes 1% de la population mondiale, hein, 10% des vaccins mondiaux, 30% du Tamiflu mondial, qui est un médicament qui permet dans les 24 heures du début des symptômes de lutter contre le virus, et 1,5 milliard de masques. Et, non seulement ça, va organiser, c'est ça le plus frappant, un système de vaccination spécifique. Donc l'État français va disqualifier les généralistes en expliquant qu'ils sont incapables de faire des vaccins de suite, bon, ce qui est quand même rigolo, et créer des centres de vaccination en recrutant les médecins, quelquefois avec des gendarmes, enfin bon, bref. Et comme le virus est facétieux, eh ben, il va arriver avant les vaccins. Et donc l'épidémie va passer avant que les vaccins n'arrivent, et nous, les Français à tête folle, on aura dépensé, alors, vous avez entendu Mme Bachelot dire qu'elle avait commandé 94 millions de doses, et qu'elle en annulait 50 millions, mais c'est des vaccins qui avaient bien été commandés. Combien ça a coûté? Entre 2 et 3 milliards d'euros. Alors ça, c'est très très curieux, hein. Il y a une vraie spécificité française, c'est que les Français pensent que la Sécu, c'est pas eux. Donc, et l'État, d'ailleurs, c'est pas eux. Que l'État ou la Sécu, c'est une espèce d'entité abstraite, et que la Sécu paiera. Alors, Madame Bachelot, qui est une personne sympathique par ailleurs, je ne lui veux pas de mal, mais si elle avait été homme ou femme politique, d'un pays protestant, elle aurait dû partir de ce fait-là. Parce que dans les pays protestants, on considère que l'argent public, c'est
de l'argent des gens, alors qu'en France, encore une fois encore, donc on considère qu'on peut dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Je vous rappelle qu'en ce moment, l'assurance maladie est en déficit de 15 milliards d'euros, plus que les retraites. Et qu'une fois encore, c'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, pour vous donner une idée, l'impôt sur le revenu en France, c'est autour de 50 milliards d'euros. Donc 3 milliards d'euros, c'est 8% de l'impôt sur le revenu des Français. Donc c'est des sous, quoi. Bon. Alors, par ailleurs, vous voyez bien que ce principe ne pourrait pas être appliqué au monde entier. Puisque 1% de la population commande 10% des vaccins, bon, qu'est-ce qu'on fait des autres? Bon, donc au mieux, c'est un principe contingent, j'y reviendrai. Alors vous voyez également aujourd'hui une folie réglementaire à propos des dangers des pesticides, est tellement folle que les fabricants de pesticides comme Bayer disent écoutez, nous, ça ne nous rapporte pas beaucoup d'argent, écoutez, débrouillez-vous, nous, on cesse d'en fabriquer, parce qu'on leur demande de requalifier la dangerosité éventuelle de certains pesticides. Et c'est pour ça, vous qui, comme moi, allez de temps en temps dans le sud de la France où il fait beau et chaud, eh bien, vous vous faites piquer par des insectes, vous achetez des sprays pour vous en mettre sur les chevilles, parce que c'est là où ça attaque les mains, etc. Donc vous couvrez de grammes d'insecticides parce qu'on ne veut pas que vous ayez des traces d'1 milliardième de grammes de pesticides ou d'insecticides. Donc c'est pour ça que la dengue réapparaît, c'est pour ça que le chikungunya apparaît dans le sud de la France, et tout simplement, et c'est pour ça que vraisemblablement aussi les gens qui vivent en Camargue vont avoir des soucis à se faire, parce que autrefois, si vous voulez, il y a 50 ans, quand on habitait Montpellier en été, on ne dépassait pas Palavas et Flot. Hein. Il n'y avait pas toute la grande motte et tout ça, parce qu'il y avait tellement d'insectes bref. Alors, ça c'est une croyance dans la nature, et une croyance dans le bio. Or, première remarque, vous verrez qu'il y a le premier chapitre du livre qui s'appelle « Naturel ». Rien de ce que vous mangez n'est naturel, mais absolument rien. À part les poissons sauvages pêchés en haute mer, et encore, on a été les chercher grâce à des engins. Donc, le pain, les hommes ont mis 10 000 ans à le fabriquer. 10 000 ans. Et on commence à savoir comment ça marche que depuis 60 ans, grâce aux découvertes de Pasteur, donc les hommes ont sélectionné des graines, puis après les avoir sélectionnées, les ont ramassées, les ont plantées, etc., les ont broyés pour faire un truc qui était plat. Et puis un jour, quelqu'un qui avait les mains très très sales s'est mis à fabriquer la pâte, et puis en la cuisant, il s'est aperçu qu'elle gonflait. Parce que, comme vous savez, il faut une levure pour que ça gonfle. Alors on appelait ça le levain, et donc on a commencé à faire du pain qui fermente, en fait, c'est une fermentation. Bon, c'est pareil pour le vin. Donc, avant la guerre de 40, en Bordeaux, on déclassait un tiers des récoltes parce qu'on maîtrisait mal la deuxième fermentation. Donc, en fait, la nature, vous êtes là, ici, aujourd'hui, parce que les hommes ont maîtrisé la nature. Moi, quand je suis né en 1944, 40% de la population française était agricultrice. Aujourd'hui, c'est moins de 5%. Donc, si un tiers d'entre nous, moi y compris, sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a été libérés des contraintes de l'agriculture grâce à la productivité de cette agriculture. Et vous ne vous rendez pas compte de la contrainte que ça peut être que d'avoir des animaux, que de s'en occuper jour et nuit, et traire les vaches, s'occuper des cochons, bref, et le reste. Vous ne vous rendez pas compte, hein. Les urbains aujourd'hui n'ont aucune idée. Et je citais tout à l'heure une enquête européenne chez les jeunes de 12 à 13 ans. Les jeunes de 12 à 13 ans connaissent 13 marques de jeux vidéo, 10 marques de voitures, 8 marques de téléphones portables, 3 fleurs et 3 oiseaux. En moyenne en Europe. Bon. C'est terrible. Hein. Bien. Et donc, c'est sur cette ignorance que bâtit la culture. Alors, qu'est-ce que c'est que le bio ? Le bio, ce sont des produits qui suivent une réglementation particulière. Sont-ils meilleurs pour l'alimentation ? La réponse est non. Il y a 2 études très très sérieuses. Il y a une étude anglaise
récente et une étude française plus ancienne. L'étude française est de 2003, l'étude anglaise est de 2009, qui montre qu'il n'y a aucune différence dans les nutriments des produits bio, etc. Bon. Est-ce que les bio, c'est meilleur tout court? Alors la réponse est non. C'est-à-dire, alors c'est aussi sérieux, c'est-à-dire qu'en double aveugle, donc vous êtes dans une pièce, on vous donne des carottes bio, des carottes pas bio, et on vous dit, écoutez, reconnaissez, et c'est des gens dont c'est le métier, hein, des goûteurs, dis-nous les bio et les pas bio. Ils se trompent une fois sur deux, donc ils ne sont pas capables de faire la différence. Bon. Est-ce que c'est meilleur pour l'environnement? La réponse, c'est ça dépend. Quelquefois oui, quelquefois non. Et notamment en matière de vigne, vous savez que, enfin vous ne savez pas, qu'on utilise du cuivre pour lutter contre un champignon qui s'appelle le mildiou. Et donc, si vous êtes des bobos et que vous avez les moyens de vos peurs, écoutez, achetez des produits bio. Si vous êtes raisonnable, n'en achetez pas, parce que, dernière remarque sur ce sujet, les taches que vous avez sur les carottes ou sur les pommes ou sur les poires, c'est des toxines, c'est des champignons, c'est des bactéries. Donc, quand vous mangez des fruits et des légumes, ce que les nutritionnistes recommandent, vous mangez des toxines naturelles. Et vous verrez dans donc, mon livre, La peur est au-dessus de nos moyens, que j'ai fait un menu bio où tout est cancérigène chez le rat. Alors, est-ce que je vais... Donc si on testait les produits bio ou les produits naturels, ce qu'on a fait seulement, comme si c'était des médicaments, eh bien, beaucoup de ces produits seraient interdits. Alors, mon menu bio, je vais vous le lire rapidement. Donc, il y a une soupe au tofu et aux champignons, donc ça, c'est très bio. Des salades variées, salades vertes, carottes, tomates cerises, céleri, avec des noix broyées. Vous avez ensuite le choix entre une dinde farcie, avec une farce au pain, avec des oignons, des radis noirs, du poivre, et des côtes de bœuf avec une sauce au persil. Et en dessert, vous avez une tarte aux pommes, une tarte aux citrouilles, un plateau de fruits, et vous avez également du vin rouge blanc, du café, du thé au jasmin. Or, tous ces aliments, y compris les végétaux, aussi naturels que bio, contiennent soit des hormones, donc le tofu, comme tout dérivé du soja, contient des estrogènes, soit des produits mutagènes ou cancérigènes chez les rongeurs, tous. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a de l'acétaldéhyde dans les pommes, du benzène dans le café, des furanes et leurs dérivés dans le pain, les oignons, le céleri, les champignons de Paris et les patates douces, du furfural à nouveau dans le pain, et ainsi de suite. Quant aux pommes de terre, elles contiennent 2 neurotoxines que l'on peut détecter dans le sang de tous ces consommateurs. Or, il a été démontré qu'un taux élevé de ces neurotoxines provoquait des malformations congénitales chez le rongeur. Ainsi, de très nombreux aliments seraient refusés par des instances réglementaires s'ils étaient des produits synthétiques et avaient besoin d'une autorisation pour être mis sur le marché. Mais par charité pour les anxieux, ajoutons toutefois que ceci n'a rien d'inquiétant. Ces substances n'existent qu'à l'état de trace. Pour qu'un humain ingère la dose de furfural analogue à la dose cancérigène chez le rongeur, il faudrait qu'il avalât 82 600 tartines par jour. Et il n'y a en effet que 0,167 millième de gramme par tartine. Je ne sais pas à partir de quelle dose on meurt de tartine, mais certainement bien avant de risquer de voir apparaître un cancer induit par le furfural. Donc vous voyez, alors tout ça c'est rigolo, mais en fait c'est très sérieux. Quand vous voyez à la télévision qu'on interdit les 6 pauvres pêcheurs d'anguilles du delta du Rhône de pêcher des anguilles parce qu'on a trouvé des traces de PCB dans la chair d'anguille, et vous verrez, il y a une page dans Le Monde hier sur la pollution atmosphérique aussi, mais revenons aux anguilles, on a découvert qu'on avait 8 picogrammes de PCB par gramme d'anguille. Alors, 1 gramme, c'est un petit pois extra fin, c'est un grain de riz, enfin bon, bref. 1 millionième de gramme, c'est tout petit, hein. Donc c'est le rapport entre 1 gramme et 1 tonne. Donc entre le fait de recevoir 1 gramme sur la tête ou 1 tonne sur la tête, c'est pas pareil, hein. Je suis sûr. Et 1 picogramme, c'est 1 millionième de gramme. Donc c'est le rapport entre 1 gramme et 1 million de tonnes. Donc on vous dit, on a trouvé des traces de PCB, certes. Alors j'ai demandé, malheureusement je n'ai pas mis dans le livre, à un de mes amis, qui est lui un vrai ingénieur des eaux et forêts, ce qui fait ma formation d'origine, mon grand, dis-moi combien il y a de tonnes de poissons dans le Rhône. Alors il m'a dit en gros, il y a 1 tonne par kilomètre. Donc comme il y a 500 km dans le Rhône, donc vous avez 500 tonnes. Autrement dit, 500 millions de grammes de poissons dans le Rhône.
Alors pour les matheux qui m'écoutent, 500 millions de grammes, ça s'écrit 5 10 puissance 8. Et les 8 picogrammes, ça s'écrit 8 10 puissance moins 12. Donc quand vous multipliez 5 10 puissance 8 par 8 10 puissance moins 12, ça fait 4 10 puissance moins 3. Donc vous avez, dans tous les poissons du Rhône, 4 mg de PCB. C'est ça que ça veut dire. Ça tue pas une souris. Hein. Alors, donc la question est de savoir, qu'est-ce que c'est que le zéro ? Et donc, comme aujourd'hui on est capable, et notamment pour ces substances, de descendre à 10 puissance moins 12, par exemple pour la dioxine, qui est une substance qui a une mauvaise réputation, j'allais dire par hasard, pour des raisons historiques, il y a 10 000 substances aussi dangereuses que la dioxine. La dose tolérée en Europe, c'est 5 picogrammes. Alors j'avais demandé au spécialiste de cette question un jour, il m'a dit, mais pourquoi c'est la dose tolérée ? Il m'a dit, c'est la dose de sensibilité des instruments de mesure. En dessous, on ne sait pas mesurer. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est dangereux ? Mais il m'a dit, non, rien n'est dangereux à 5 picogrammes, rien. Alors ça, c'est parce qu'en biologie, je vais m'arrêter là sur ce sujet, les effets ne sont pas linéaires. Alors vous avez un petit exercice en rentrant chez vous, donc tout à l'heure, vous allez ouvrir votre congélateur, il y a toujours des petits pois qui traînent. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, si on sait, mais vaguement. Donc vous allez prendre une dizaine de petits pois et vous allez faire quelque chose de très agaçant. Vous allez vous balancer 1000 fois de suite un petit pois sur le pied. C'est très agaçant. Je vous jure que ça fait beaucoup moins mal qu'une fois un pois d'1 kilo. Donc, en biologie, si vous voulez, 1000 fois 1 n'est pas égal à 1 fois 1000. Donc, c'est pas parce que c'est une trace de quelque chose que c'est toxique. Donc, vous voyez cette espèce de folie qui est de dire on va réglementer l'usage des pesticides parce qu'on trouve des traces d'1 milliardième de gramme, alors que donc l'alternative est beaucoup plus dangereuse. Voilà sur le naturel et sur le bio. Alors, c'est pareil, et vous verrez qu'il y a un chapitre qui s'appelle Obscurantiste, sur 3 sujets, les OGM, les antennes relais et les nanotechnologies. Alors commençons par la moins connue et la plus controversée. Alors, je me suis aperçu plusieurs choses. Donc, la première, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un gène. Donc, comme, et c'est peut-être le cas de beaucoup des gens qui m'écoutent ou qui me regardent, qui ont une formation littéraire, je suis sûr que si j'avais la cruauté de vous demander précisément ce qu'était un gène, peu d'entre vous me donneraient une réponse simple, c'est qu'un gène est une suite de bases dans une chaîne d'ADN qui code pour une protéine. C'est ça la réponse. Alors, les bases, il y en a 4, c'est exactement les mêmes pour tous les êtres vivants sur Terre. C'est les mêmes pour les rats, les lapins, les crocodiles, les rhinocéros, les champignons, la ciguë, l'opium, etc. Bon, bref, tous les mêmes. Ce qui change, c'est l'ordre. Et l'ordre, donc, dans certains cas, commande une protéine. Alors, d'une part, les gens ignorent que quand ils mangent de l'ADN tout le temps. Donc, quand vous demandez aux gens, est-ce que vous avez mangé de l'ADN aujourd'hui, les gens vous regardent, ils disent non, sûrement pas. Est-ce que vous avez mangé des gènes? Non, pas. Bon. Et les gens pensent qu'il y a des gènes seulement dans les plantes transgéniques. Donc, 40% des Français pensent qu'il n'y a que des gènes que dans les plantes transgéniques. Non. La réponse est non. Quand vous mangez des tomates, vous mangez des gènes de tomates. Hein. Mes pauvres amis, et des pommes de terre aussi. Enfin bon, bah, tout ce que vous mangez des gènes. Bon. On est fabriqué, donc quand un tigre mange un lapin, il ne devient pas lapin pour autant. Donc, on est fabriqué pour détruire les ADN des autres espèces. Alors, comment on a fait de l'agronomie jusqu'à présent? On a fait de l'agronomie en induisant des manipulations génétiques ou en sélectionnant des mutations. Donc, autrement dit, il y a des gènes qui avaient été modifiés par hasard ou parce que vous les bombardiez d'ultraviolet ou etc. pour les faire muter, et puis vous regardiez celles qui, là je parle des bactéries, celles qui vous plaisaient. Donc, autrefois, c'était un truc à l'aveugle. La transgénèse, c'est beaucoup plus précis. C'est que vous prenez un gène dans une plante ou un animal ou une bactérie que vous connaissez, qui est donc entre guillemets naturel, puisqu'il existe ailleurs, et que vous allez prendre et que vous allez mettre, parce qu'il a des vertus particulières, dans une plante. Alors, moi, je n'ai jamais travaillé pour Monsanto, je ne connais pas de ces gens-là, donc je ne suis pas aucun conflit d'intérêt. Mais le maïs Monsanto, dont on a beaucoup parlé, qui a été autorisé en Europe, qu'est-ce qu'on a fait? On a découvert en 1910 qu'il y avait une bactérie qui s'appelle le bacille de Thuringe,
qui avait des propriétés insecticides. Bien. Alors, en culture bio, et je ne vous raconte pas des blagues, vous pouvez balancer sur vos salades des kilos de bacilles de Thuringe. Donc, effectivement, pour que vos salades ne soient pas bouffées par des chenilles. Bon, bref. Ça, c'est bio. Et donc, quand vous mangez des salades, vous mangez du bacille de Thuringe. Il y en a de beau. Et donc, le gène du bacille de Thuringe. Quand vous prenez le gène du bacille de Thuringe et vous le mettez dans le país, ça, c'est pas bio. C'est rigolo quand même. Hein, mais c'est ça ce que pensent les gens. C'est que donc, alors, le drame du principe de précaution appliqué aux OGM, c'est qu'on a tout perdu dans cette histoire. Donc on a perdu une industrie française, et on avait une très très bonne coopérative qui s'appelle Limagrin, qui est une leader mondiale en sélection, enfin un des leaders mondiaux. Ce faisant, on a renforcé l'oligopole de Monsanto et Pioneer. Monsanto a autant d'avance en génétique que en informatique et en microélectronique, ça va me revenir, cette entreprise Microsoft. Voilà. Donc il y a un oligopole mondial de 4 entreprises, mais surtout 2 et plutôt une. On achète du soja américain OGM, puisque aujourd'hui 90% du soja du monde est OGM. Hein. Le coton, c'est 70%. Les cochons bretons, donc, mangent du soja OGM. Hein. Ils ne deviennent pas phosphorescents, vous inquiétez pas. Bon. Voilà. Et on n'a plus notre mot à dire dans les discussions internationales. Vous savez que dans les discussions internationales, si dans votre pays, vous avez des entreprises qui produisent, vous avez quand même un peu plus de choses à dire que si ce n'est pas le cas. Alors, pour les antennes relais, c'est pareil, principe de précaution. Donc vous savez qu'il y a eu des procès, que Bouygues, SFR et France Télécom, Orange ont été condamnés. Alors, quelques mots de physique de base. Les rayonnements, il y en a 2 types. Enfin, tous les rayonnements, que ce soit la lumière, que ce soit les rayons X, que ce soit les ondes, ce sont des rayonnements. Bon, un rayonnement est d'autant plus pénétrant que la longueur d'onde est courte. Et quand c'est court, c'est ce qu'on appelle ionisant, parce que ça peut attaquer les cellules, et c'est le cas des rayons X notamment. Et la limite est, comme vous le savez, l'ultraviolet. Donc, tout ce qui est plus court que l'ultraviolet, c'est ionisant. Tout ce qui est plus long que l'ultraviolet, c'est pas ionisant. Alors, vous savez que la lumière du soleil, c'est assez dangereux, puisque il y a 4000 personnes qui meurent de mélanome en France par an, donc c'est beaucoup. Hein. Mais les antennes de télé, la longueur d'onde est 10 000 fois plus longue que la lumière du jour. Personne n'a jamais parlé des antennes de télé. Bon. Les antennes de téléphone portable, c'est 10 fois moins, donc 10 fois plus long que les antennes de télé. Donc c'est 100 000 fois moins que la lumière du jour. Bon. On sait qu'il n'y a rien. Et je dis aux gens, alors à chaque fois que je passe à la radio, à la télé, où ils sont couverts d'antennes, comme vous savez, je dis écoutez, si c'est dangereux, mes pauvres chéris, vous avez des soucis à vous faire. Bon, heureusement, c'est pas dangereux. Vous avez vu que donc on a condamné, non pas, ça c'est génial, non pas parce qu'on avait démontré que c'était dangereux, mais au nom du préjudice d'anxiété. La Cour d'appel de Versailles, elle dit qu'il condamnait, non pas parce qu'on avait démontré que c'était dangereux, mais parce que les gens pouvaient être anxieux du fait qu'on ne savait pas si c'était vraiment dangereux ou pas dangereux. Alors, il y a du boulot pour les gardiens de but, hein, parce que le préjudice d'anxiété, pour tous les jeunes qui passent des examens, etc., donc, on est fous. Hein. C'est vraiment totalement déraisonnable. Donc, vous voyez bien que l'ordre et ma critique de l'écologie politique, c'est qu'elle est politique. Moi, j'ai une formation d'écologiste longue et sérieuse, je crois, puisque je suis ingénieur de l'Institut national agronomique, je suis également ingénieur des eaux et forêts, donc j'ai fait 6 ans de biologie assez avancée, même si après j'ai fait un doctorat d'économie, mais donc je peux lire des articles d'écologie. Mais l'écologie politique n'est pas plus écologique que le marxisme n'était scientifique, que la politique culturelle de M. Mitterrand, l'actuel ministre de la Culture, M. Mitterrand, quand il est ministre de la Culture, il ne fait pas des pièces de théâtre. Hein, il fait de la politique culturelle. Donc, la politique culturelle, c'est la politique.
L'écologie politique, c'est de la politique. Et l'écologie, c'est par ailleurs une science. Donc c'est pas parce que les écologistes politiques nous racontent des choses qui prétendent être écologiques qu'il y a un fondement scientifique derrière toutes ces croyances de notre pauvre humanité contemporaine. Merci.